Salam alaikum Azoul, bonsoir. Rétro info de la semaine, comme chaque samedi. Avec moi aujourd'hui, deux invités seulement, pour pouvoir aller un peu au fond des choses. Zoher Ruiz, secrétaire national de Gil Jadid. Merci Zoher d'être avec nous. Bonsoir, merci à vous pour l'invitation. Merci. Et Idir Unnoran, militant des droits de l'homme. Merci Idir. Merci pour l'invitation. Merci. Idir qui était avec nous hier. On est tellement attaché à lui qu'on l'invite tous les jours quasiment. Alors, les titres d'abord. France Info. Visa annulé. Les autorités algériennes fâchées contre l'ambassadeur de France par Géopolis. TSA. Bouteflika. Un bilan prématuré et des interrogations par Makhlouf Mhanni. Al-Watan. 20 avril 1980, 20 avril 2018. La longue marche par Kamel Medjou. Alors, mes chers amis, nous allons essayer de traiter de trois sujets aujourd'hui. La déclaration de l'ambassadeur de France au sujet des hauts fonctionnaires algériens qui risquent la sécurité sociale française, les rapports de la Banque mondiale et de FMI dans le contexte de la grosse propagande qui a été faite à M. Bouteflika à l'occasion du 4e anniversaire de son 4e mandat, et enfin la commémoration du 20 avril, le printemps berbère. Idir, je vais d'abord vous faire entendre la déclaration de M. l'ambassadeur de France. Et après, on va en parler. Avec un visa de tourisme qui vont à l'hôpital, qui laissent une dette hospitalière de 5 000 ou de 10 000 euros, dans certains cas, ça a conduit le consulat général à annuler des visas de ces personnes-là, à les convoquer au consulat à leur retour et à annuler des visas de circulation pour eux et leurs familles. Un certain nombre de personnes qui se présentent avec un mauvais dossier, comme ça a été fait récemment, nous avons convoqué des personnes qui étaient même des fonctionnaires algériens, des hauts fonctionnaires algériens, qui allaient en France avec un mauvais dossier, de mauvais motifs. Nous les avons convoqués pour annuler leur... Alors, on a convoqué des fonctionnaires et des hauts fonctionnaires algériens qui sont partis se faire soigner en France, alors qu'ils n'avaient pas de prise en charge, alors que le motif de l'obtention de leur visa n'évoquait pas des soins. Et donc, on les a convoqués pour leur retirer leur visa. J'imagine que dans les 29 millions d'impayés pour 2017, ce n'est pas que des hauts fonctionnaires et des fonctionnaires. Beaucoup d'Algériens qui ont trouvé la combine, qui viennent, qui se font admettre dans les urgences et qui donc se font hospitaliser et après, ils ne payent pas. Mais la part des hauts fonctionnaires et des fonctionnaires, elle doit être minime. Alors pourquoi? La question est pourquoi l'ambassadeur fait-il une telle déclaration? Quelles sont les arrière-pensées de cette curieuse sortie? Pour moi, ce qu'il faut retenir d'abord, c'est la véhémence des propos, c'est l'intensité dans les décibels de la voix. Il a une dynamique gestuelle un peu violente en exprimant ça et en stigmatisant les hauts fonctionnaires qui viennent se faire soigner donc en France et qui repartent sans... Vous avez raison, mais juste pour apporter de l'eau à votre moulin, voici la réponse du représentant du ministère des Affaires étrangères algérien. Dans ses déclarations reprises par la presse au sujet de l'attribution des visas, l'ambassadeur a de nouveau montré une propension à étaler publiquement devant les médias des appréciations inopportunes, peu amènes et donc inacceptables. Tout à fait. En langage diplomatique, vous savez, être diplomate, c'est assurer en fait la politique étrangère et trouver les rondeurs nécessaires pour faire avancer les intérêts à la fois stratégiques et vitaux du pays. Dans ce cas précis, je découvre votre VTR là sur le... Moi, ce qui m'a surpris un peu, c'est sa dynamique gestuelle, qui était un peu excitée. Deux, la véhémence des propos au niveau déjà la tessiture de sa voix, c'était et un des il était en colère, quoi. Oui, il était en colère carrément. Et puis le fait qu'il acte quand même publiquement et avec une certaine forme de violence, qu'ils ont annulé les visas, ça prouve l'état des relations entre l'Algérie et la France. Les relations se seraient dégradées? Ça ne serait pas dégradé. Bon, pour moi, je pense que c'est un épiphénomène et je ne pense pas que ça puisse prêter. Il suffirait qu'en interne ou par d'autres canaux des excuses soient... Selon certains, ce serait un coup de semonce. Un avertissement sans frais. S'il faut relier ça aussi à la dernière visite de Macron en décembre, où M. Macron,
aurait dit, ce n'est pas des indiscrétions, mais bon, c'est une forme d'analyse comme ça, aurait dit que le 5e mandat, ce serait quand même dur à faire passer, mais que le drame de l'opposition algérienne, c'est qu'elle n'a pas de projet alternatif. Et donc, à ce niveau-là, il souhaiterait peut-être une solution de statu quo encore que de prendre le risque d'avoir des événements et une instabilité du pays. Mais Zoher, Idir dit que ça pourrait être un peu dans ces eaux-là du 5e mandat qui ne serait pas très bien vu par les Français. Or, le fameux communiqué de l'Élysée qui a confirmé qu'il y a bien eu entretien téléphonique entre M. Macron et M. Bouteflika a plaidé en fait pour le contraire. Ça veut dire un feu vert quasiment pour le 5e mandat, puisque M. Macron reconnaît que M. Bouteflika parle. Et parle de sujets très complexes. Ça veut dire qu'il est aux affaires et que c'est lui qui dirige la situation. Bon, on peut penser que les Français sont particulièrement embêtés, puisqu'on voit en effet qu'ils ne savent pas trop comment se situer par rapport à cette folie, de 5e mandat souhaité par, je ne peux pas dire par Bouteflika, parce que je ne suis pas certain, à l'heure où nous parlons, qu'il puisse émettre un souhait ou toute autre volonté. Mais en tout cas, par tous ceux qui sont intéressés financièrement, j'entends, financièrement par le maintien du statu quo, c'est-à-dire son clan, c'est-à-dire ils ne lui sont pas étrangers. Ce sont les personnes qu'il a souhaitées autour de lui, lorsqu'il a fait le vide autour de lui, donc ce sont les personnes qu'il a souhaitées, et ce sont donc ces personnes-là qui souhaitent ce 5e mandat particulièrement. Maintenant, s'agissant des déclarations de l'ambassadeur de France, moi, je partage ce que vous venez de dire, parce que moi j'avais l'impression que c'était un maître d'école qui était très en colère vis-à-vis de ses élèves. Peut-être oui, je remonte dans votre sens, c'est plutôt un huissier de justice. Ou un huissier de justice aussi, on peut le penser. Mais en tout cas, il était très en colère et puis il a annoncé la sanction, c'est-à-dire l'annulation des visas. Bon, c'est inadmissible. C'est inadmissible, non pas pour abonder dans le sens du ministère des Affaires étrangères. C'est inadmissible que notre pays... Par ailleurs, ces gens vont se faire soigner, ils risquent. Ils vont se faire soigner de façon malhonnête et puis ils partent sans régler la facture. Mais c'est ça, en fait, qui est inadmissible. Ce qui est inadmissible, c'est qu'on en arrive à une situation où un ambassadeur dûment accrédité dans notre pays vient rappeler à l'ordre, rappeler à l'ordre des hauts fonctionnaires de l'État algérien. Cela montre simplement que c'est la débandade généralisée. C'est-à-dire que dans ce pays, finalement, c'est la voix de l'ambassadeur autoritaire, de l'ambassadeur qui fait écho, parce qu'il n'y a plus de pilote, il n'y a plus personne. Tout le monde toutes les institutions sont à l'abandon, les gens resquient comme ils ont l'habitude de le faire, et vous avez ici, et je suis d'accord, c'est un épiphénomène, vous avez ici un rappel à l'ordre sur ce type de fonctionnaire. Donc c'est comment est-ce qu'on en est arrivé jusque-là? Voilà. Et ça, c'est le résultat, ça, c'est le bilan de Bouteflika. Alors, et là, moi, je relève deux problèmes, en fait. D'abord que maintenant, tout le monde se soigne à l'étranger, enfin, même ceux qui n'en ont pas les moyens, même ceux qui n'arrivent pas à avoir une prise en charge, parce qu'il semble que parmi les hauts fonctionnaires, il y ait une sorte de collège. Il y a le premier collège qui a des prises en charge, même pour des petits bobos, y compris pour leurs bobonnes. Des privilèges. Voilà. Et il y a les autres qui n'ont pas ce privilège et qui donc vont se faire soigner en trichant. Les autres, au niveau de la population, de la société, en sont arrivés à vendre leurs biens pour aller se soigner en Tunisie, au Maroc. Oui. Mais donc, d'abord, cette question du deuxième collège. Qui sont ces hauts fonctionnaires qui n'obtiennent pas de prise en charge? Vous savez, le problème de la prise en charge par la CNAS obéit à une réglementation. Il y a des commissions qui siègent, qui valident, il faut que ce soit signé par un ou deux profs dûment accrédités auprès de la CNAS pour signifier que la pathologie ne peut pas être soignée en Algérie. Et quand bien même des gens qui ont le cancer se font soigner maintenant en Algérie. Donc, par rapport à ça, je ne dirais pas qu'il y a premier collège ou deuxième collège. Je crois que ça a été une habitude et c'est une forme de laxisme aussi des autorités françaises par rapport à cette question. Mais cette question ne méritait pas d'être dite de manière publique avec autant de véhémence. Comme oui, mais qui sont ces fonctionnaires?
On sait par exemple que les officiers supérieurs de l'armée ont des prises en charge, l'entourage de la fratrie a des prises en charge, les ministres, les walis, les secrétaires généraux des ministères, tous ces hauts fonctionnaires qui sont dans mais qui sont ces hauts fonctionnaires qui n'ont pas de prise en charge? Et pas seulement de la Sécu, il y a d'autres organismes qui offrent en quelque sorte des privilèges de façon très secrète. Et d'ailleurs, je rappelle qu'il n'y a même pas d'accès aux statistiques des gens qui bénéficient. Tout à fait. Là, on ne peut pas savoir quel est l'échantillonnage et comment Là, ce qu'il y a d'intéressant à dire, ce n'est pas le citoyen qui part en vacances et qui subit un accident ou qui subit un malaise et qui se fait hospitaliser. Parce que là, je pense qu'il est couvert par l'assurance qu'il prend à la délivrance du visa. Déjà, à ce niveau-là, je pense que le problème est réglé. Mais là où on doit être interpellé, et à la limite, je rejoins M. Ruiz quand il dit qu'il y a un dysfonctionnement au sommet de l'État, c'est que l'ambassadeur dit qu'il a ciblé une population. Il a ciblé la population des hauts fonctionnaires. Vous avez dit fonctionnaires et hauts fonctionnaires. Ce qui laisse supposer que c'est un échantillonnage qui est clairement défini. Oui. Ce n'est pas l'agriculteur, ce n'est pas le médecin, c'est le fonctionnaire. Donc, c'est un fonctionnaire de l'État. Et c'est d'autant plus grave. D'accord, et c'est pas un entrepreneur, c'est pas un chef d'entreprise, c'est pas... vous comprenez? Oui. Donc, quand il a ciblé cet échantillonnage, moi, je pense qu'il y a deux niveaux de compréhension, de lecture, si les outils sont bons pour lire, à la limite. Hein. C'est que, c'est un pavé qui est lancé à l'Algérie, et c'est pas au niveau de cette espèce de... Vous avez parlé de 27 millions d'euros ou de 29 millions d'euros. C'est marginal dans les échanges, à la limite. 2017. En termes de contentieux, pour deux États ou deux organismes d'État, c'est marginal. D'autant plus que, comme je le disais à M. Ruiz, le dossier, le contentieux avec les caisses algériennes a été pratiquement réglé sous la mandature de Hollande par Marisol Touraine. Oui, ils ont épongé. Ouais. Mais moi, ce qui m'inquiète, ce qui m'interpelle, c'est comment il est ciblé les fonctionnaires et les hauts fonctionnaires. Et de le dire aussi brutalement, comme l'a souligné aussi M. Ruiz, brutalement avec de la véhémence. Voilà. Encore un mot avant de passer au sujet suivant. Bon, ce qu'on peut dire aussi, c'est que on nous bassine en ce moment avec les réalisations de Framatou. On va y arriver. Le bilan de Bouteflika. Ben c'est ça, c'est des gens qui ne peuvent pas se soigner en Algérie. On nous annonce un nombre invérifiable de réalisations d'hôpitaux construits, dont des hôpitaux construits, invérifiables. Oui. Si c'est que les murs, ça ne sert à rien. Qu'est-ce qu'on y fait puisque les gens partent se soigner à l'étranger. Oui. Donc c'est une réponse aussi à ce bilan qu'on veut nous présenter vous venez d'enchaîner sur pour emballer le cinquième mandat. Deuxième sujet. Donc, les réalisations, il y a eu des reportages, des publi-reportages, une sorte de publi-reportage, de la propagande primaire, vraiment, qui montre... D'ailleurs, les Algériens n'ont pas reconnu dans les images leur pays. Ils ont dit, mais c'est quel pays, ça? C'est magnifique, des places, des espaces verts, des plages propres, des hôpitaux, magnifique. Et donc, mais... Je vous laisse poursuivre que, justement, par rapport à ce qui a été fait de propagande, de réalisation, coup sur coup, il y a donc ces déclarations de l'ambassadeur qui dit « Ah, mais attendez, vos citoyens viennent se soigner chez nous ». Et il y a les rapports de la Banque mondiale et du FMI qui sont tombés quasiment à bras raccourcis sur la gestion du gouvernement actuel. Certains ont qualifié leur coup de semence comme une véritable sonnette d'alarme. Oui, après, je vais vous dire, le rapport de la Banque mondiale et du FMI ne dit rien d'autre que ce qu'a dit le Premier ministre Ahmedou Yahya lui-même il y a quelques mois. Et nous allons l'écouter justement. Nous allons l'écouter. Absolument. Qu'est-ce qu'il a dit au juste, M. Yahya? لكن بعد 3 سنوات من الصمود شدت الأزمة أكثر. كما نقول له بالعامة وصل الموس العظم. وصل الموس العظم. Voilà, donc je ne savais pas que vous alliez passer cette petite séquence. Voilà, donc ça ne dit pas plus que ce qu'il a dit avec ces mots.
c'est que la situation est catastrophique. La situation est chaotique. Il avait même dit à un moment donné, nous ne pouvons plus payer les salaires des fonctionnaires. On ne paiera pas les salaires de novembre, avait-il dit à l'époque. Et le recours à la planche à billets. Absolument. Et le recours à la planche à billets. Et il avait aussi, il parlait des parlementaires aussi d'ailleurs, d'où le recours à la planche à billets. Il a dit aux sénateurs, il leur a dit, même vous, nous ne pourrons pas payer vos salaires, vos émoluments. Donc ce que dit le rapport de la Banque mondiale et du FMI est tout à fait dans le même sillage. Ils disent que la situation est compliquée, qu'elle va de plus en plus se compliquer, que nous allons avoir une inflation à 2 chiffres. 2020, ils annoncent déjà une entrée sur une inflation à 2 chiffres. À mon avis, on y sera bien avant. Ils disent que les réserves de change d'ici 2020 ne permettront d'assurer des importations que pour 3 mois. Oui. Absolument. Les experts, là, ça s'accordent à dire. Et ça, on le dit depuis des mois et des mois ici. Il me semble que la Banque mondiale prévoit un taux d'inflation de 9% en 2019. Oui, mais 9%, M. Benchenouf, sur la base des chiffres que donne le ministère du Commerce et le ministère des Finances. Hein. Oui, c'est sur la base du déclaratif. C'est une base déclarative. Je vous laisse terminer, M. Oui. Et donc, on ne peut pas avoir un bilan aussi parlant que cela, porté par le Premier ministre, le Premier ministre du président Bouteflika. C'est lui-même qui l'a nommé. Donc c'est lui qui est venu expliquer la situation et donc le bilan. Mais qu'a fait M. Bouteflika pendant tous ses mandats? On en arrive à cette situation. Il nous a aussi expliqué par ailleurs sur d'autres séquences, et Bouteflika aussi d'ailleurs l'a expliqué dans un des reportages, c'est qu'on ne peut pas continuer à compter sur les hydrocarbures et qu'il fallait passer à autre chose. Oui. Et qu'a-t-il fait? Nous dépendons encore à 80%, la fiscalité en tout cas dépend 98% des hydrocarbures. Est-ce qu'un pays qui vit sur une monoressource depuis 1962, hormis le petit passage boumédienne où il y a eu une petite industrie de pure façade, moi j'étais gestionnaire, j'en sais quelque chose, des industries qui était un peu comme une vache, qui nourrit par fournée entière de foin et qui donne du lait au compte-gouttes. Hormis ce petit passage, l'Algérie a toujours vécu de son pétrole et de son gaz. Est-ce qu'il est envisageable que du jour au lendemain, on se mette à produire, à exporter? Non, il aurait fallu le préparer. Nous en sommes conscients. Tout le monde est conscient, sauf ces dirigeants-là. Tout le monde est conscient qu'il faut passer à autre chose et qu'il faut le préparer. Il y a des opportunités immenses dans ce pays pour passer, justement, quitter cette dépendance qui est quasi criminelle si on continue à le faire. Cette dépendance vis-à-vis des hydrocarbures, ce n'est pas tenable, ce n'est pas possible. Tout le monde dit que... C'est mortifère pour l'ensemble du pays. C'est mortifère pour toute la société. Et donc, on le dit depuis des mois et des mois. Mais on ne passe pas à autre chose comme ça. Il faut passer par des décennies de souffrance, d'austérité, de travail. Pas nécessairement. Ah bon. Si c'est préparé bien en amont et si c'est progressif et transitoire, il n'est pas nécessaire de souffrir. Ça aurait pu être démarré dans les années 70, parce que c'est des choses qui sont connues, dans les années 80, les années 90. Mais ça n'a pas été fait. Est particulièrement intelligent, donc il ne pense pas avec sa tête ou avec ses pieds, ou je ne sais pas ce qu'on nous raconte. Comme il est supra-intelligent, il aurait pu faire cette transition, mais on ne l'a pas eu, parce que ça ne les intéresse pas. Surtout qu'il a eu beaucoup de moyens pour le faire. Tout évidemment, à fait, mais ça ne les intéresse pas du tout. Ce qui les intéresse, c'est le profit à court terme qu'on peut tirer des hydrocarbures et des marchés qu'il se passe entre eux, et les importations et tout ce qui est importation. Donc c'est pour ça que ça ne les intéresse pas. Donc il faut une volonté, une vraie volonté pour passer à autre chose, pour passer aux énergies alternatives, aux énergies solaires, et etc. Et donc ça, comme ça ne les intéresse pas, ben, ils ne le font pas. Et de ce fait, et on revient à son bilan, ils mettent gravement en péril la pérennité du pays. Mais je dis bien pérennité du pays. Si nous pouvions parler un peu des réalisations dont on nous rebat les oreilles, l'autoroute, tous ces scandales qui ont distingué la gouvernance, la mandature Bouteflika, le scandale BRC, le scandale Sonatrach 1. Je rappelle que BRC, l'un des plus gros scandales de l'après-indépendance, la société a été dissoute sans audit. M. Bouteflika a dissous la BRC sans audit préalable pour éviter justement que certaines choses ne remontent à la surface. Mais il n'y a pas que ça, il y a des scandales à ne plus pouvoir les retenir. Et pourtant, aujourd'hui, on nous dit... alors, à côté, la Banque mondiale et le FMI, aujourd'hui, la Banque mondiale surtout,
prévoit que 10% de la population vont être précipités dans une grande pauvreté. Prévoit une augmentation du taux de chômage et des tas de choses. Tout à fait, oui. Avant de revenir donc au bilan, moi, quand j'entends le Premier ministre, M. Yahya, et accessoirement, ou pas accessoirement, secrétaire général du RND, j'ai envie de me tirer les cheveux. Je suis en train de rêver. Mais c'est lui qui est en partie responsable. Oui. Et il vient nous dire après... Il a été 4 fois Premier ministre, oui, c'est là où je voulais en venir. Au chef du gouvernement. Donc, on n'a jamais eu de passation avec un bilan. Et vous avez échoué une fois, bon, on vous donne une seconde chance, mais pas... On ne change pas une équipe qui perd. C'est pas de manière indéfinie, à croire qu'il n'y a pas de quadra ou de quinca qui peuvent produire une politique, qui peuvent la penser, qui peuvent la mettre en œuvre, à la fois en redonnant à l'État son rôle stratège et régulateur, afin que les forces du marché puissent s'affronter, mais dans un débat sain, un État qui doit reposer exclusivement sur le droit des affaires, le droit commercial, etc. Ça, je trouve ça, c'est une forme à la fois de mépris et d'indécence. Enfin, moi, je le ressens comme ça. Quant au bilan, pardon. Oui. Et moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est vraiment un questionnement pour tout le monde, pour tous les Algériens. Pourquoi les grands commis de l'État, les ministres, pourquoi ne dénoncent-ils jamais? Ils sont soumis, ils sont autour de Bouteflika. Personne parmi eux n'a dit non, ce n'est pas vrai, Bouteflika ne nous parle pas, Bouteflika ne dirige pas, ne préside pas le Conseil des ministres. Moi, je démissionne parce que je ne veux plus faire partie d'une mafiocratie qui pille le pays. Il y en a eu un. Le ministre du Commerce, rappelez-moi son nom, Berti Laïb. Oui. Qui était malade et qui est décédé aujourd'hui. Qui est décédé, mais qui a essayé de tout faire pendant qu'il était encore en vie et en fonction pour dénoncer certains abus. Il avait même parlé de quelqu'un il avait fermé un restaurant, je crois, d'une grosse ville, et que ce restaurant avait été fermé malgré la décision de fermeture. Et puis, écoutez ce qu'il va nous dire. C'est l'un des rares ministres à avoir dénoncé le régime. D'abord, le phénomène des transferts illicite, c'est un phénomène, j'allais dire, que connaissent quasiment tous les pays en développement. On rend responsable de ces transferts illicites, généralement, les entreprises étrangères. Chez nous, les entreprises étrangères sont moins impliquées dans ces transferts. C'est souvent les nationaux qui sont impliqués dans ces transferts. C'est des gens qui ont créé des sociétés écrans, qui finalement, c'est eux-mêmes qui déterminent le prix du vendeur. Ils sont vendeurs et acheteurs en même temps, et donc ils sont rendus coupables de ces transferts, qui, de mon point de vue, c'est des transferts qui ont pris une ampleur inquiétante, c'est-à-dire quand vous comparez le coût des importations à la valeur réelle des importations, le coût il est presque de l'ordre de 30%. C'est-à-dire, en termes chiffrés et clairs, M. Barthe Belaïf, si vous devez nous donner un ordre de grandeur. Si vous prenez le volume global des importations, le coût, 60 milliards de dollars, c'est 30%, ça vous donne le montant plus ou moins exact des transferts qui sont organisés chaque année. Et je me permets de dire que dans la sphère marchande d'une manière générale, le taux de délinquance est très élevé. Le premier semestre de l'année en cours, nous avons enregistré plus de 24 000 constatations d'infraction. Nous avons enregistré une dissimulation de chiffre d'affaires de l'ordre de 40 milliards. Nous avons bloqué aux frontières des marchandises, premier semestre uniquement, plus de 24 000 tonnes. Et nous avons plus d'une centaine d'importateurs qui sont poursuivis en justice suite à l'action de contrôle menée par les services du ministère du Commerce. Alors que c'est une action de contrôle qui n'est pas déployée en permanence sur l'ensemble du territoire. Donc ça, c'est presque un échantillon. C'est-à-dire que le phénomène de la fraude, de l'évasion fiscale est un phénomène. Voilà, parmi les réalisations de M. Bouteflika, les fameux transferts illégaux
devises. Il parle de 20 milliards de dollars en très peu de temps. Transferts illégaux, ce sont par an, via les surfacturations. Tout à fait. Des gens qui se facturent eux-mêmes à des surfacturations. 20 milliards de dollars, il parle. En plus, par rapport à ça, incroyable. Justement, vous savez, dans n'importe quelle activité d'importation, que ce soit en produit fini surtout, pour les entrants, généralement, ça se négocie plutôt à la baisse pour faire sa plus-value ici, mais ça commissionne toujours, il n'y a pas de souci. Le souci, c'est qu'il y a des organismes. Ils ont tenté il y a quelques années de faire signer les factures par les services, les missions économiques d'Algérie à l'étranger, validées. Mais ça, ils peuvent le faire. Pourquoi? Parce que généralement, il y a un prix, ce qu'on appelle le prix grossiste international. C'est-à-dire, vous achetez une tonne de ça, ça coûte 10 $ la tonne. Bon, ça fluctue entre 9, 9,5, 10, 10,5, 11. Et là, on peut faire jouer le fait que ce soit du premier prix, du deuxième prix, etc. Mais là, justement, ils dénoncent des choses que tout le monde connaît et que les populations algériennes ne connaissent pas. Mais à ce niveau-là, je crois que son courage de dénoncer tout ça, mais derrière tout ça, il n'y a pas de fait. Et parce que les gens qui procèdent de ce genre de démarche sont des clientèles du régime. Oui, ça c'est évident, elles sont protégées riches, quelque part. Les nouveaux parvenus, la nouvelle oligarchie qui aujourd'hui ne se cache pas pour acheter des sociétés à l'étranger, des hôtels de luxe en Espagne, qui se sont retrouvés du jour au lendemain à la tête de 15-20 milliards de dollars déclarés en Europe. Donc, qui sont issus de ces fameux transferts illégaux. Transferts illicites de devises. Mais je voulais le montrer pour montrer un peu ce qu'ont été les réalisations de M. Bouteflika, en plus des autres réalisations dont on sait un peu la nature, comme l'autoroute, par exemple, l'Est-Ouest. Oui, mais on peut parler de l'autoroute, on peut parler de tout ce qu'ils ont réalisé et sur lequel ils ne cessent de communiquer. Et vous l'avez bien précisé, les Algériens se posent des questions de quel pays ou de quel endroit on parle. D'ailleurs, le FLN essaye, je dis bien essaye, depuis des mois et des mois, de monter un rapport sur les réalisations pour essayer de justifier la gabégie qu'a été les 1000 milliards de dollars dépensés. Oui. Mais si on prend le cas de l'autoroute, indépendamment de la surfacturation. De la surfacturation. Enfin, c'est quand même... C'est l'autoroute la plus chère au monde et celle qui contient le plus de malfaçons fautives au monde. Voilà. Elle a deux records. Comment on peut être fier de cette réalisation? Comment est-ce possible d'être aussi fier d'une réalisation pareille et de le montrer dans ses reportages publicitaires et dans les rapports sur le bilan? L'Algérie avait-elle besoin de tout ça? Il était tout à fait possible de faire une autoroute à un meilleur prix et dans de bonnes conditions. J'étais à Alger il y a quelques semaines et à l'aéroport d'Alger, j'étais sur la passerelle pour rentrer dans l'avion. Et je voyais la construction du deuxième aérogare qui va y avoir une jonction avec l'aérogare actuel. Il n'y avait que des Chinois qui étaient en train de faire des soudures. Oui. Comme si la des soudures, et d'autres qui étaient en train de balayer. Tous des Asiatiques. Pas un seul Algérien. Mais eux, l'explication qu'ils donnent, elle a été donnée par plusieurs hauts fonctionnaires, comme ils disent, des ministres. Ils disent que les Algériens ne veulent pas travailler. C'est faux. Belkhadim l'a dit, entre autres. C'est faux. Ce sont des contrats négociés avec les Chinois dans ces conditions-là, avec une contrepartie, ce que vous appelez les surfacturations, c'est-à-dire tout ce qui passe ici, justement pour se soigner à l'étranger ou autre. C'est faux, c'est ce qu'ils ont négocié avec les Chinois. Ils règlent les problématiques de chômage de la Chine, en partie, et ils laissent les Algériens pourrir sur place. Et Gilles Jadid, quelle est la position de Gilles Jadid sur ces irrégularités, sur ces transgressions, sur ces vols, sur ces pillages? Il est temps de passer à autre chose. Il est temps d'en finir avec ce régime. C'est pour ça que Gilles Jadid est absolument contre ce 5e mandat et fait tout ce qu'il faut pour qu'il n'y ait pas ce 5e mandat. D'ailleurs, nous l'avons dit, si nous devions être seuls dans la rue pour protester contre cette éventualité de 5e mandat, eh bien nous serons seuls dans la rue pour protester contre ce 5e mandat. Il n'est pas question qu'il puisse rempiler, que ce régime puisse rempiler encore. Ils ont déjà fait assez de mal au pays. Mais Zoher, moi je me permets de vous interrompre. Pour le régime actuel, pour la fratrie Bouteflika et pour les
60 à 70 généraux qui soutiennent cette fratrie en échange d'on ne sait quoi, dont on imagine très bien la teneur. C'est une question de vie ou de mort. Ils savent que s'ils ne passent pas au 5e mandat, ils vont être jetés en pâture à la foule. Ils savent qu'ils vont être lynchés. Ils savent qu'ils vont devoir rendre compte de toutes les prédations auxquelles ils se sont livrés. Donc vous imaginez bien que pour eux, c'est une question de vie ou de mort. C'est pour ça qu'il est encore temps pour eux de renoncer à ce 5e mandat. Il est encore temps, tant que les choses peuvent se passer dans de bonnes conditions, d'où les propositions de Gilles Jadid, de partir sur une transition, que l'opposition puisse se mettre d'accord, à condition qu'il n'y ait pas de 5e mandat. Je veux être très clair là-dessus. Il n'est pas question de jouer le lièvre en face d'une candidature de Bouteflika. Donc, que l'opposition se mette d'accord sur un candidat consensuel et qu'on passe à une transition négociée. Et donc, il est encore temps pour eux de ne pas arriver à une situation telle que vous la décrivez. Et il faut que les Algériens s'engagent. De toute façon, on ne peut pas être seul. Les partis politiques ne peuvent rien faire seuls si la population ne s'engage pas dans cette dynamique. Le problème, ce que dit le représentant de Gilles Jadid, c'est qu'ils disent que l'opposition s'accorde sur une seule personne, qui sera à la fois charismatique et qui fasse le consensus autour d'elle, mais qui irait aux élections quand même. C'est le suffrage qui déterminera. À condition qu'il n'y ait pas de 5e mandat. Absolument. Pour M. Bouteflika. Absolument. Mais il faut prendre en considération aussi, et c'est de manière mécanique, que le système va avoir son candidat. Il y a des candidats dans le plan A, dans le plan B, dans le plan C. Et la machine qui va avec. Et toute la machinerie qui va avec. Et je parlerai de l'état profond, organisation de masse, etc., etc. Pour le moment, il me semble, pour la position de Gilles Jadid, après sa lecture, son analyse, qui pose ses préalables et comment il voit la sortie de crise par rapport au pays. Mais il faut qu'on prenne en considération aussi la transition. Parce que non, on a une problématique de système. Ce système a prouvé qu'il ne pouvait pas mourir de vieillesse. Il se régénère. Il se régénère. Mais pas dans les mêmes conditions. Il se régénère, mais il n'est plus du tout dans les mêmes conditions. Je suis d'accord avec vous, le monde a changé, il y a une jeunesse en appétence de liberté, etc., etc. Là, je suis entièrement d'accord avec vous. Le système est là, il va avoir son candidat. L'opposition va avoir son candidat. S'ils arrivent justement à statuer sur la personne idoine qui représente toutes les conditions nécessaires. Mais comme l'a souligné M. Benchnouf, la machinerie est derrière. Et d'ailleurs, c'est ce que je reproche un peu à la CNLDT, où la plupart des fondamentaux, c'était convoquer l'article de la Constitution pour empêchement. Alors qu'on aurait dû préparer l'alternative politique, à la limite comme un shadow cabinet. Pour telle action, pour telle action, pour telle action, les gens puissent intervenir. Gouvernement de l'ombre. Tout à fait. Chose qui n'a pas été faite. Même si la jeune génération arrive à la présidence de la République, ce que je souhaite évidemment, c'est que pour entamer la transition, il faut une vingtaine d'années. Trop de dégâts ont été commis. Même les sociologues, depuis 80 à peu près, ont développé une niche dans leur domaine d'expertise qu'ils appellent la transitologie. Si on prend l'exemple soviétique, après la Russie, la Fédération de Russie, regardez tous les oligarques du premier cercle qui étaient avec Boris Eltsine. Ils ont tous été en prison. Oui. Ensuite, bon, évidemment, Poutine est arrivé. Poutine est encore, la Russie est encore un régime, à la limite, comme on pourrait l'appeler, de démocrature. C'est-à-dire un régime autoritaire. Autoritaire. Il a essayé d'élaguer tous les oligarques. Tout ça passe par vraiment le nettoyage de tous les réflexes, de démembrer tout l'état profond que les services de sécurité ont mis en place, redonner à la société civile sa liberté de pensée, d'action, donner un cap. Moi, quand on me dit le 5e mandat de M. Bouteflika, à la limite, mais pour quel projet ? Comment on peut mettre en perspective l'Algérie d'aujourd'hui avec la crise qui arrive et qui va nous enfoncer, l'Algérie de 2030, de 2045 ? Il n'y a pas de cap. Et là, il faut une refondation de tout le logiciel idéologique du pays et de la nation. C'est dire que ce ne sera ni simple ni facile. Voilà, c'est relativement compliqué. Et nous allons passer au dernier sujet, le printemps berbère. Quelque chose à dire avant ? Oui, je voulais simplement répondre. Il va falloir engager cette transition. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer à s'accommoder
d'un 5e mandat, d'un 6e, etc., et ne pas mettre toute l'opposition, la société civile et en mouvement pour engager cette transition. Et donc c'est le moment. Le 5e mandat, il va contrecarrer tout mouvement possible de l'opposition. Et vous avez parlé de la CLTD, comment les choses sont parties en vrille parce qu'il y a eu les élections législatives. Tout à fait. Et que le pouvoir a très bien fait. Il a appelé en catimini M. Beaucry, il a appelé en catimini un autre parti. Et donc il faut passer à autre chose. Cette opposition, d'ailleurs, vous venez de citer le MSP, il y avait le RCD, et il y en avait d'autres. C'est l'opposition du régime, ce n'est pas une opposition à ce régime-là, c'est l'opposition du régime. Ils étaient dans ces gouvernements, Bouteflika, je rappelle, le RCD et le MSP. Donc c'est l'opposition de ce régime-là, et c'est pour ça que ça n'a pas fonctionné. Maintenant, il va falloir engager ce mouvement, et donc il faut le faire, il faut l'entamer. Combien même il y aurait un candidat du régime, ce que vous avez appelé le plan B, de toute façon, on ne sera plus dans les mêmes conditions, et ce régime, vous le voyez tous les jours, et le premier sujet que nous avons vu est une illustration parfaite, c'est que ce régime n'est pas monolithique. Il s'est fissuré complètement. On disait tout à l'heure qu'il n'y avait plus de pilote à bord, et donc on ne pourra plus revenir à ce qui prévalait par le passé, cette solidarité qui faisait du régime, des tenants du régime, qui faisait que rien ne pouvait venir les perturber. Et donc, nous sommes sur une nouvelle étape, et il y a de nouvelles générations. Une nouvelle génération, une nouvelle époque. Par contre, ce que je voudrais vous dire, c'est que bien que ce régime puisse avoir quelques fissures, quelques contradictions, elles sont qu'il ne soit pas, qu'il ne soit pas entièrement d'accord sur tel aspect ou tel aspect de l'exercice du pouvoir, ils arrivent toujours à ce que j'appelle, moi, que je traduis politiquement, à ce qu'on appelle la neutralité positive. Il y a trop d'intérêt pour qu'on puisse fissurer. Soit ils détiennent tout, ils maîtrisent l'agenda, ils maîtrisent les clientèles, ils ont l'argent. Ils n'ont plus l'argent. Non, ils ont l'argent. Attends, ils n'ont plus. Ils vont l'avoir pour 2 ans. Ils ont l'argent dans quel sens? Ils ont l'argent. Ils sont dans une grande difficulté, d'où le souhait de maintenir le statu quo avec Bouteflika, parce qu'ils sont dans l'incapacité de se mettre d'accord sur une autre personne qui puisse faire consensus. Et les trous sont tellement béants qui, à mon sens, et à date, ils ne pourront pas faire de nouveaux consensus entre eux. Donc c'est pour ça que c'est le moment pour la nouvelle génération de défoncer la porte et d'y aller et de ne pas attendre et de faire mouvement avec la société. Je vais vous dire une chose. Vous rejoignez un peu l'analyse du FFS qui est dans la déclaration de son Conseil national d'août 2015 ou 2015, oui, je pense, ou dans une résolution. Et d'ailleurs, j'avais interpellé un ami à moi. Je lui ai dit, comment vous laissez passer ça dans une déclaration ou dans leur fameuse politique du consensus national qui dépasserait les mandats et qui dépasserait les personnes et les élections. Ils disent, je suis en train de redonner l'idée, pas la phrase, nous n'avons pas encore trouvé les éléments à l'intérieur du système pouvant accompagner cette démarche. Ce que vous venez de dire en disant le système est fissuré, si l'opposition était crédible, parce que essayer de faire ça, ce que vous proposez comme schéma, comme architecture, comme mise en perspective, d'avoir une élection libre, démocratique, sincère surtout, je parle de sincérité au sens premier du terme, elle ne peut se faire que si le système est fissuré, et que je suis désolé, que l'armée soit garante. On sait que c'est le cœur nodal, que c'est l'ossature du système. Donc la crédibilité... C'est l'armée qui fait le système. Oui, évidemment. C'est l'armée qui a toujours désigné ceux qui dirigent le pays. Oui, je suis d'accord. Pourquoi tout le monde la prend comme seul arbitre, alors que l'armée, depuis 1962, est telle qui a été la force qui a désigné les présidents, hormis la période boumedienne. Et encore, Boumedienne, c'est grâce à l'armée des frontières qu'il a pris le pouvoir. Mais l'armée a toujours désigné qui doit être président. S'il y a quelqu'un qui a le pouvoir aujourd'hui dans ce pays, c'est l'armée. Et donc, pourquoi prendre l'armée comme arbitre? Cette histoire, quand il y a eu le passage pour lever le verrou des 2 mandats, on a vendu aux étrangers, et on était nombreux à penser, peut-être à ce moment-là, que l'élection pour le 3e mandat du président Bouteflika a été un facteur de stabilité, parce que le job n'avait pas été fait jusqu'à présent. On était assez nombreux à dire, bon, mais pas pour le 4e.
Je pense que votre président... ni pour le troisième, ni pour le premier, ni pour le deuxième, ni pour le quatrième. Non, le souci n'est pas là. Non, le souci n'est pas là. Vous n'existiez pas quand il y a eu le premier. On intervenait, on était sur le terrain, on intervenait, mais en tout cas, on le sans vous offenser, monsieur. Non, je ne suis pas offensé, mais c'est pour vous dire, on était sur le terrain et on n'a jamais soutenu en 99, je me souviens. J'étais engagé politiquement. Je ne dis pas pour vous en tant que djihadiste, je parle en général, je me mets à l'intérieur de la pensée, pour vous dire. Moi, je peux assumer les choses normalement. C'est qu'à un moment donné, ils se sont dit, voilà, c'est un facteur de stabilité, ça a été un outil de vente, un outil marketing. Mais là, ce n'est plus possible. Maintenant, vous me dites, M. Benchenouf, que l'armée, mais évidemment. Maintenant, est-ce que l'armée... Je vous renvoie à la dernière déclaration du chef d'état-major. À l'époque déjà, quand M. Bouteflika s'est présenté en 1999, je suis au regret de vous dire, il y avait des généraux qui incarnaient l'armée. Tous l'incarnaient. Il y avait Mohamed Al-Amari, il y avait Ismaël Al-Amari, il y avait Touati, il y avait El Bey, il y avait Abdelrahim. Tous ces généraux. Je vous mets au défi de me citer 2 généraux actuellement, à part Salah Gaïd qui incarne toute l'armée. Vous me mettez au défi de citer 2 généraux, 3 généraux, pas vous spécialement, c'est-à-dire. Il n'y en a pas, on ne les connaît pas. Ils sont dans l'ombre, là, tapis dans l'ombre. On ne les connaît pas. Tandis qu'à un moment, c'était aussi par rapport au terrorisme, par rapport à plein de choses, il y avait plusieurs voies Parce qu'aujourd'hui, d'abord, aujourd'hui, il se compte par centaines. Oui, d'accord, oui, tout à fait. L'élargissement de la pyramide. 400 généraux aujourd'hui. Ensuite, les généraux qui sont dans le cœur, dans le noyau de ceux qui sont en train de protéger, de soutenir et d'imposer la fratrie Bouteflika. Ils sont une 60aine de généraux qui ont tous les commandements. Les chefs de région, les chefs d'état-major, les chefs d'armes, etc., ceux qui sont au haut de la pyramide militaire. Mais le sujet est très intéressant, mais nous allons devoir passer au dernier sujet. Le printemps berbère. Idir était avec nous hier. On a abordé certaines questions relativement polémiques. Hein, mais, et je vais commencer par, parce qu'il n'était pas avec nous hier, Zoher. Pourquoi le printemps berbère n'est-il célébré que par la Kabylie? Parce qu'on a tout fait dans ce pays pour isoler les revendications qui sortaient de cette région, parce que cette région a été aussi à la pointe d'un certain nombre de revendications. Et donc, on a toujours essayé jusqu'à récemment. Et quand je dis « on », c'est ce régime, parce qu'ils sont quand même là depuis des décennies et des décennies. Hein, Bouteflika était déjà au pouvoir. Avant 62. Avant 62 et après 62, et il est encore ici. Donc, je parle d'eux, évidemment. On a tout fait pour conditionner les Algériens, leur dire il y a des Arabes et il y a des Kabyles, il y a des Kabyles qui cherchent la sécession, il y a des revendications qui ne concernent que cette région. Et donc, c'est la raison pour laquelle on est arrivé à des situations aussi ubuesques. Mais j'ai le sentiment, et j'ai plutôt confiance, que les choses ont beaucoup évolué, que les Algériens, globalement, à l'échelle du territoire national, ont dépassé ce type de évoluer comment? Évoluer dans le bon sens? Dans le bon sens. Moi, je vois aujourd'hui la présence du MAC sur le terrain, une revendication séparatiste décomplexée, qui recueille de plus en plus de sympathisants, qui est de plus en plus visible, de plus en plus présente sur le terrain. Si c'est ça, évoluer... Moi, je parlais c'est pour ça que je parlais du territoire. Je parle des Algériens dans leur ensemble. Dans leur ensemble, se sont quand même appropriés la dimension amazigh de leur propre personnalité. Ben moi, je ne suis pas d'accord, Zoher. Je ne suis pas d'accord, moi, je vais vous parler très franchement. Aujourd'hui, vous allez seulement sur des réseaux sociaux, et je ne vous parle pas du reste de la population, c'est la guerre entre arabistes et berbéristes. C'est la guerre, les uns accusant les autres de toutes les trahisons possibles et imaginables, les uns refusant même la dénomination Maghreb, parce qu'elle a une connotation musulmane. Maghreb est à l'Occident du monde musulman. Ils disent non, nous ne sommes pas le Maghreb, nous sommes l'Afrique du Nord. Pour vous dire. Les autres accusant les berbéristes d'être à la solde des sionistes, moi je ne pense pas que nous nous sommes réappropriés notre dimension. Ce qui était une dimension réelle de notre identité.
avec notre amazirité, notre islamité et notre arabité, sont devenus des champs de friction, de conflit. Évidemment, mais j'ai quand même la faiblesse de penser que ce que vous voyez sur les réseaux sociaux n'est pas la majorité, ne représente pas la majorité des Algériens. Je suis convaincu de ça. Vous pensez que les Algériens assument aujourd'hui leur amazirité de façon pleine et entière? Je pense que nous Même s'ils ne sont pas berbérophones? Oui, je pense que nous avons largement dépassé ce conditionnement qui a fait qu'on a essayé de diviser les Algériens justement pour mieux régner et de faire en sorte d'isoler une région, comme je le rappelais, qui était à la pointe d'un certain nombre de revendications, justement pour que ça ne touche pas les autres régions. Donc il y avait là toute une stratégie d'endiguement de cette région-là, justement pour que parce que c'est la revendication démocratique. À partir du moment où vous ouvrez, vous laissez les gens s'exprimer, ils vont commencer à s'approprier un certain nombre de choses, leur propre identité, le besoin de liberté, d'expression et ainsi de suite. Et donc on a essayé d'enfermer un certain nombre de personnes, notamment dans cette région. Et puis au démarrage du multipartisme, il faut dire aussi les choses, c'est qu'un certain nombre d'idéologies se sont exprimées les unes contre les autres, et ça n'a pas forcément permis de poser les choses de manière tranquille, de se parler, etc. Et je suis convaincu que nous avons dépassé cette période-là. Alors, ce n'est pas suffisant, oui, bien sûr, ce n'est pas suffisant. Le régime joue de cela encore en faisant semblant d'octroyer Yanaïr et je ne sais quoi, etc. Donc oui, il continue à essayer de récupérer ça. Et donc c'est à nous, c'est à la nouvelle génération de s'exprimer librement, de s'approprier ce type de... Justement, Idir, le régime, après avoir combattu, refusé toute reconnaissance de la mazirité, de cette dimension de notre identité, est devenu aujourd'hui, il est au front de la mazirité, de la praticabilité de cette identité. Il a octroyé le rang de langue officielle, nationale. Octroyé, c'est déjà au niveau de la sémantique déjà. Et il a tout fait pour le faire savoir. Bouteflika lui-même, il a dit qui parmi tous les gouvernements a octroyé. Alors, il a été le plus offensant. Il a été le plus offensant vis-à-vis de tous les Algériens et des Kabyles en particulier. Absolument, en plein Kabylie d'ailleurs. Oui. Donc il a officialisé Tamazigh, il en a fait une langue nationale. Il a institutionnalisé Yanaïr. Mais quelle langue officielle? Le kabyle, le chaouia? Quelle variété ou quelle variante? Oui, mais ça, ce sera... Quel organisme sera chargé de normaliser la langue? Quelle académie, comme nous en avons parlé hier? C'est au niveau de l'académie que tout ça se décidera, à condition qu'elle ne soit pas sous le joug du pouvoir politique. Il faut qu'elle soit complètement indépendante et qu'elle puisse exercer son travail. C'est au niveau de l'académie que ça va se jouer? Oui, c'est au niveau de l'académie que ça va se jouer. Pourquoi? Parce qu'il y a des voix dissonantes qui disent, les ulama, qui disent que les ulama qui ont toujours combattu la mazirité, je suis désolé, même pendant le mouvement national, puissent avoir la décence de se taire, qui s'occupent de ce qu'ils sont, là où ils ont de l'expertise, pour essayer de développer leur parce que les ulama veulent oui, faire tout à fait. partie. Bon, moi, j'ai lu un article où M. Gessoum dit il faut une fatwa pour Tamazigh. Il faut que ça s'arrête, tout ça. Ah bon? Cette démagogie religieuse, il faut qu'elle s'arrête, il faut qu'elle soit stoppée. Comme tous les intégrismes en général, dans la manière de penser, dans la manière d'être et comment se projeter tous ensemble pour qu'on ait une société apaisée qui se respecte. Ça, c'est un. Cependant, quand vous dites ils ont octroyé une langue nationale, c'est le fruit de beaucoup de combats. De combats où beaucoup de personnes sont décédées. Les Kabyles, je ne veux pas rentrer dans une espèce d'essentialisme, ont subi. On a assassiné quand même 126 personnes. Ce n'est pas une bavure, parce que ça s'est étalé sur plusieurs mois. On a demandé que justice et vérité soient faites. Ce n'est pas possible. Ensuite, ce drame a été versé dans le cadre de la réconciliation nationale, ce qui veut dire que juridiquement, vous ne pouvez pas déposer plainte pour savoir qui ont été les commanditaires, surtout le gendarme qui tire s'il reçoit un ordre. On a payé un tribut trop cher. Le boycott nous a amené le HCA, qui s'est terminé. J'ai beaucoup de respect pour les gens du HCA. J'avais des amis qui siégeaient à l'intérieur. Mais c'est devenu un élément de l'État profond. D'accord. Ça, c'est important.
Cette académie qui risque d'être auprès du président de la République, c'est pour ça que je disais hier, il faut une révision constitutionnelle, hein, qui rentre cette académie en dehors du champ politique. Mais justement, il nous reste 2 minutes. Alors, une question précise. Oui. Cette académie, vous avez un peu des échos? Qui va la constituer? Comment elle va être désignée? Moi, je pense qu'ils vont exactement, parce qu'ils sont assez rusés, parce qu'ils sont encore dans l'intrigue. Et je voulais que Dur dise par rapport à l'académie, c'est que on va dire, tout ce que le pouvoir et le système ont octroyé, pour reprendre votre verbe, ils l'ont fait sur un double aspect, à consommation interne et à consommation externe, en prévision d'éventuels événements, et qui dirait aux puissances étrangères, ces Kabyles, ils ont tout. Ils ont leur radio, ils ont leur télévision, ils ont leur académie, ils ont ceci, langue nationale et officielle, etc. etc. Ça, il faut que les gens puissent comprendre. Ça, c'est un. Deuxièmement, cette académie, moi j'ai très peur, si elle est sous la domination d'un pouvoir politique, quel qu'il soit, risque d'être instrumentalisée. Ils vont en faire encore un élément de propagande et un instrument de l'État profond. C'est pour ça, et moi j'ai tout sous. Par rapport au statut, ils vont reproduire le même statut que pour l'Académie de langue arabe. À partir du moment où je vais désigner M. Ruiz président, c'est un poste politique. Vous obéissez à la tutelle de la présidence de la République. Et il ne devrait pas être élu par les populations, si je peux dire? Pas les populations, ce serait. Mais d'abord, qui peut être éligible à devenir académicien? La plupart des chercheurs, on a des profs, on a des chercheurs de rang professoral. Et c'est fini. Ah ben c'est dommage, parce que là, ça méritait d'être un peu... Oui, là, on reprendra le sujet. Parfait. Merci beaucoup, mes chers amis. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Bravo à la khair. Si je bafouille un peu.